Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Carla Thorpe, directrice de la prévention et de la promotion à la Commission de la santé mentale du Canada. Bonjour et bienvenue à cette série de webinaires sur la prévention du suicide de la Commission de la santé mentale du Canada. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'organiser cette séance sur la consommation d'alcool et le suicide. Des sujets dont on parle peu souvent ensemble malgré leur lien. Je suis Carla Thorpe et je suis directrice des initiatives de promotion et de prévention à la Commission de la santé mentale du Canada et j'anime cette séance depuis mon bureau à domicile qui se trouve sur les territoires traditionnels non cédés des peuples algonquins de la région d'Ottawa-Gatineau. Alors, bonjour à tous. Nous constatons une bonne diversité de participants jusqu'à présent, participants qui proviennent d'autorités de santé, de AHS, de Eastern Health à Terre-Neuve-Labrador, et un grand nombre d'entre vous qui proviennent des bureaux satellites de nos organisations partenaires. Alors, merci à nos collègues de la FCISS de nous accorder cette tribune. Nous sommes très heureux d'offrir ce webinaire en anglais et en français. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté en anglais et sera interprété simultanément en français. Vous pouvez obtenir l'audio français en appelant le numéro de téléphone affiché à votre écran. Nous vous encourageons à le faire si vous souhaitez écouter la version française de ce webinaire. Si vous avez du mal, servez-vous de la fonction de clavardage pour que notre personnel de soutien technique puisse vous aider. Vous verrez également à l'écran que vous avez les deux exposés affichés. D'une part en anglais, à gauche de votre écran, et en français, à droite de votre écran. Selon la taille de votre écran, peut-être qu'il sera difficile pour vous de lire les diapositives. Cela dit, vous pouvez agrandir l'exposé de votre choix en vous concentrant sur celui qui est dans la langue que vous préférez. Alors, si vous regardez à droite de l'exposé en question, vous verrez 4 flèches sur lesquelles vous pouvez cliquer pour agrandir l'écran pour l'exposé, soit anglais, soit français, selon les flèches sur lesquelles vous cliquerez. Vous verrez aussi que nous entendons nous servir de la fonction clavardage aujourd'hui. Dans la boîte de dialogue, vous pourrez poser les questions en anglais ou en français. Et nous aurons du temps, à la fin de la séance d'aujourd'hui, pour répondre à vos questions dans le plus grand nombre possible. Nous sommes un très grand groupe, or nous vous encourageons à poser vos questions chemin faisant dans la boîte de dialogue et nous les prendrons à la fin du webinaire. Si vos questions s'adressent à un conférencier ou une conférencière, indiquez-le dans la question. Ou si vous avez une question d'ordre général, vous pouvez l'adresser à l'ensemble de nos conférenciers. L'autre chose que je souhaitais signaler, étant donné le thème d'aujourd'hui, toutes les séances qui concernent des questions comme le suicide peuvent être pénibles. Alors, nous allons ajouter dans la boîte de dialogue des numéros de téléphone, des lignes de crise que nous vous encourageons à consulter en cas de problème. Si le contenu vous perturbe, nous vous encourageons à communiquer avec une ligne de crise pour obtenir du soutien. Alors de nouveau, un bienvenue très chaleureux à vous tous. Merci d'être des nôtres. C'est effectivement
plaisir que je vous présente à présent nos conférenciers qui seront des nôtres pour la durée de ce webinaire. Alors, nous avons un total de 4 conférenciers qui feront à chacun un exposé. D'abord, Heather Orpana, qui est chercheuse scientifique au Centre de surveillance et de recherche appliquée à l'Agence de la santé publique du Canada. Ensuite, nous entendrons Sarah Konefal, ensuite Robert Gabrius, qui sont analystes des politiques et des recherches au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Et enfin, nous entendrons Norman Giesbrecht, qui est scientifique émérite à l'Institut de recherche sur les politiques en santé mentale du Centre de toxicomanie et de santé mentale et également professeur associé à l'étude à l'École de santé publique d'Alalana de l'Université de Toronto. Alors, commençons. Nous allons à présent céder la parole à Heather Orpana. Bienvenue Heather, merci d'être des nôtres. Je vous cède la parole. Merci infiniment, Carla. Merci à tous d'être présents. Quel privilège que d'être parmi vous, avec autant de gens et d'organismes qui s'intéressent au sujet. Et bien sûr, merci de votre intérêt et de votre présence. Je vous proviens de mon domicile à Ottawa et j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel non cédé de la population algonquine. Pour aujourd'hui, je commence le webinaire et je vais vous donner un aperçu de la consommation d'alcool et de son lien avec le suicide, ainsi que quelques mots sur les données probantes sur lesquelles s'appuie cette relation. Évidemment, on ne peut faire cavalier seul en recherche. Ainsi, je souhaite remercier mes collaborateurs qui ont contribué aux travaux sur lesquels s'appuie cette communication. Alors, commençons par quelques mots sur le suicide au Canada. Je crois qu'il est très important, tandis qu'on examine des chiffres globaux, que l'on comprenne que chacun de ces décès est le décès d'une personne. Il faut le reconnaître. Tous les ans au Canada, environ 4000 personnes meurent par suicide. Et depuis 10 ans, le total s'établit à environ 3800 par année, ce qui signifie que tous les jours, environ 10 personnes décèdent par suicide. Alors, le taux global pour le Canada est d'environ 10 par 100 000. Par comparaison, les États-Unis ont un taux d'environ 14 par 100 000, toujours pour 2018. La mortalité par suicide est environ 3 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et à l'heure actuelle, selon les données qu'on a, on ne peut pas identifier les personnes non binaires ou transgenres. Cependant, la recherche indique que parmi la population de personnes transgenres ou la population non binaire, le taux sera éventuellement beaucoup plus élevé. Le taux de suicide est le plus élevé chez les hommes de 35 à 54 ans et c'est un peu similaire pour les femmes, quoique ce soit similaire de 20 à 64 ans chez les femmes. Nous allons également aborder la consommation d'alcool au Canada. La consommation d'alcool est un comportement assez courant. Alors, les 3/4 des Canadiens de 15 ans et plus déclarent consommer de l'alcool dans l'année écoulée. Et environ un Canadien sur 6 déclare dépasser la consommation recommandée. Les hommes sont plus nombreux que les
femmes. Et une personne sur 9 déclare avoir dépassé la consommation recommandée par les lignes directrices pour les effets aigus sur la santé, ce qu'on appelle l'hyperalcoolisation rapide. Par ailleurs, 44% des élèves de la 7e à la 12e année déclarent avoir bu de l'alcool au cours de l'année écoulée et 23% ont déclaré avoir pratiqué de l'hyperalcoolisation rapide. Alors, vous êtes sans doute en télétravail, tout comme moi. Ainsi, nous estimons que la consommation d'alcool a changé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ceci comprend l'accès à l'alcool et la vie quotidienne qui peut changer les habitudes de consommation. Un grand nombre d'organismes ont déployé des enquêtes pour comprendre ces changements de consommation. Statistique Canada fait le suivi par l'entremise d'enquêtes, une série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes. À la fin mars, environ un Canadien sur 7 déclarait augmenter sa consommation d'alcool, tandis que 1 sur 11 déclarait une diminution. Plus tard, à la fin avril, début mai, 1 sur 5 déclarait une augmentation et 7% déclarait une diminution. Il est également important de noter qu'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la consommation, mais qu'il existe aussi des changements au comportement, ce qui peut avoir des répercussions sur la société. Pourquoi parle-t-on de consommation d'alcool et de suicide dans le cadre de ce webinaire? Dans quelques instants, nous allons passer en revue des données probantes qui touchent la relation entre la consommation d'alcool et le suicide. Mais d'abord, nous allons parler des raisons pour lesquelles il existe un lien entre les deux. Dans certains cas, la consommation d'alcool peut contribuer au décès, mais aussi être un moyen de suicide, ce qui est assez rare au Canada. Mais cela peut être utilisé en combinaison avec d'autres substances. Et bien que c'est seulement dans 1/5 des empoisonnements que l'alcool est la cause primaire, l'alcool est très souvent présent dans les cas d'empoisonnement. Les troubles liés à la consommation de l'alcool peuvent résulter de facteurs de stress psychologique, psychosociaux, comme problèmes d'emploi, relationnels, qui peuvent être des stresseurs. Dans le contexte occidental, la consommation d'alcool est souvent associée également à des troubles mentaux, dont la dépression majeure. La consommation aiguë d'alcool et l'intoxication sont associées à des effets physiologiques qui peuvent donner lieu à plus d'impulsivité, une faible aptitude à résoudre des problèmes, une agression. Et l'alcool étant un dépresseur du système nerveux central, cela peut donner lieu à des sentiments de tristesse et de désespoir. Comme vous le voyez, le lien entre l'alcool et le suicide est multidimensionnel. Et c'est complexe. Maintenant que nous connaissons un peu les liens, quelles sont les données probantes qui appuient ces constatations? Mes collègues, dont le docteur Gisbrecht et moi, avons fait un examen de la littérature scientifique et publié un article cette année. Dans notre examen, nous avons étudié les études écologiques, les études sur les décès et fractions attribuables à l'alcool et les études
toxicologiques. Le premier type d'étude qu'on a examiné concerne les études écologiques, c'est-à-dire au niveau populationnel. Donc, on a examiné la consommation d'alcool par habitant et la mortalité globale par suicide. Au début des années 2000, Ramstedt déterminait que la mortalité par suicide augmentait de 4% pour chaque hausse de consommation d'alcool d'1 litre par habitant. Et ceci rejoint les constats d'ailleurs. Ensuite, on a examiné la privatisation des ventes d'alcool au détail. C'est important car cela augmente l'accessibilité de l'alcool. Enfin, Stockwell et collègues ont étudié les décès liés à l'alcool qui ont augmenté de 3,25% pour chaque hausse de 20% de la fréquentation des magasins d'alcool privés. D'après leur étude, sur 5 ans, environ 612 décès par suicide ont été attribués à la consommation d'alcool en Colombie-Britannique. Alors, bien que les études écologiques semblent soutenir une relation entre les ventes d'alcool ou d'autres mesures de la disponibilité de l'alcool, les données sont faibles car elles étudient la relation au niveau populationnel exclusivement. Alors, nous avons également examiné les études fondées sur les fractions étiologiques. Une fraction étiologique est le pourcentage d'un résultat dans la population qui serait évité si l'exposition était supprimée ou se situait à un niveau idéal. Alors, le pourcentage de suicide que l'on pourrait prévenir. La fraction étiologique dépend du niveau du facteur de risque, donc consommation d'alcool dans la population, et cela dépend aussi de la relation entre le facteur de risque et le résultat, c'est-à-dire dans ce cas-ci le suicide, d'après le niveau de consommation d'alcool. D'après l'examen de nos publications de 1992 à 2005, environ un quart des décès par suicide étaient imputables à l'alcool. Cependant, des estimations plus récentes ne faisaient pas partie de l'examen, mais ont été publiées plus récemment. Je voulais donc les présenter. Voici un tableau qui présente les résultats des décès par suicide imputables à l'alcool au Canada et les estimations du CE-MUSC. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de décès par suicide et sur l'axe des abscisses, l'année. Alors, vous constatez qu'en 2017, il y a environ 1300 suicides associés à l'alcool, donc 4100 décès ou environ 30%. Sur cette diapositive-ci, alors ici, vous avez les décès par suicide imputables à l'alcool au Canada 2005-2017 et les estimations sont tirées de l'étude sur le fardeau mondial de la morbidité. Ceci provient de l'Institute for Health Metrics and Evaluation et cela provient donc de Washington. Dans ce cas-ci, on estimait qu'environ 1100 décès par suicide étaient imputables à l'alcool, donc environ 20%. Donc les différences par rapport au CE-MUSC peuvent être attribuables soit à l'estimation d'alcool ou alors le calcul de la fraction étiolique. Les chercheurs
s'entendent pour dire que d'un quart à un tiers des décès par suicide sont imputables à l'alcool. Les dernières études que nous avons résumées se sont penchées sur les résultats de toxicologie. Les études toxicologiques peuvent être effectuées par des médecins légistes ou des coronaires, tandis qu'ils enquêtent un décès ou on soupçonne un suicide afin de mieux déterminer la cause du décès et les facteurs contributifs. Comme je le disais un peu plus tôt, l'empoisonnement par l'alcool est un moyen de se suicider, mais c'est assez peu commun. Environ 20 décès par année sont imputables à cela. Cependant, l'alcool peut être une consommation qui contribue au suicide imputable à une autre méthode ou une autre drogue. Alors, nous avons examiné 18 études publiées entre 1998 et 2018. Il est très important de noter que ces études étaient très variables. Ils avaient des échantillons très variables, des groupes d'âge très différents et des géographies très différentes, ainsi que des groupes de population distincts. Et en raison de ces variations, il a été impossible pour nous d'arriver à une conclusion sur la consommation d'alcool au niveau du décès. Et étant donné qu'il n'y avait pas des protocoles en place, il n'y avait pas forcément non plus de toxicologie disponible au moment du décès. Alors, les études ne permettant pas d'établir un rapport avec la toxicologie ne permettent pas de manière cohérente d'établir les niveaux. Dans certains cas, on a répertorié plus d'une substance au moment du décès. Alors globalement, qu'avons-nous conclu? Les 3 types d'études indiquent que la consommation d'alcool contribue au décès par suicide au Canada. Cependant, il nous faut toujours une documentation plus systématique des décès au moment du décès, y compris des protocoles de toxicologie, notamment avec l'alcoolémie, ce qui permettrait de mieux comprendre le rôle de la consommation aiguë d'alcool dans le suicide au Canada. Ceci permettrait également d'éclairer toutes les formes de suicide associées à l'alcool au Canada. La fraction étiologique nous permet aussi de mieux caractériser la relation entre certains comportements sur la durée de consommation d'alcool. Et pour les études écologiques, on peut examiner les changements dans les politiques d'alcool qui ont un effet sur la disponibilité de l'alcool et l'impact sur le suicide au niveau populationnel. Je suis donc très heureuse d'avoir pu présenter cette information. Il est très important pour nous qui travaillons en prévention du suicide de comprendre que la consommation à plus long terme du suicide et les troubles associés à la consommation de l'alcool ont un impact sur les taux de suicide. L'OMS reconnaît que la prévention et le traitement
sont des interventions reconnues pour la prévention du suicide. Il est important de se pencher sur l'alcool dans nos études de prévention d'intervention afin d'endiguer le suicide au Canada. Merci de votre attention. Et je me réjouis de répondre à vos questions un peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Et sur ce, je cède la parole à Carla. Carla Thorpe, merci, Madame Orpana, de nous avoir présenté votre exposé. Je vous rappelle que nous allons prendre vos questions à la toute fin du webinaire. Cela dit, vous pouvez saisir vos questions dans la boîte de dialogue si vous en avez au fur et à mesure. Certaines personnes ont demandé si on allait partager des exemplaires, des diapositives. Et oui, tout à fait. Nous allons veiller à ce que tout le monde qui participe à ce webinaire obtienne un exemplaire des diapositives. Et certaines personnes posent des questions, d'autres même répondent à des questions qui ont été posées. Alors, on vous encourage à continuer de faire bon usage de la boîte de dialogue. Je le disais, nous y reviendrons un peu plus tard. Sur ce, nous allons passer au prochain exposé. Nous céderons la parole à Sarah Konefal du Centre de toxicomanie et de santé mentale pour la prochaine communication. Sarah Konefal, merci Carla, merci de cette présentation et merci Heather d'avoir lancé le bal avec votre communication très détaillée. Alors, je suis accompagnée de Robert Gabris et nous allons parler tous les deux d'alcool et de suicide. La communication de Heather Orpana donnait un aperçu global de l'enjeu et ma communication est peut-être un peu plus détaillée. Alors, nous avons quelques diapositives à vous présenter pour présenter la stigmatisation associée à la consommation plus globalement et l'impact du langage dont on se sert lorsqu'on parle de consommation. La stigmatisation donne l'impression que le problème est la faute de la personne en question. Alors, je vous donne un exemple ici à la diapositive. Alors, on encourage aujourd'hui, au lieu de parler de toxicomanes, on parle de consommateurs réguliers ou de troubles liés aux substances. Alors, voici d'autres exemples de choses qu'il faut éviter de dire, de choses qu'il faut privilégier concernant la consommation et l'abus de substances. Alors, étant donné que le temps file, vous voyez que je fais défiler les diapositives très rapidement pour arriver au corps de la matière, car je crois que je n'ai que 10 minutes, c'est-à-dire les décès attribuables à une intoxication délibérée par l'alcool au Canada. Alors, pour vous mettre en contexte, les ensembles de données dont je parlerai font partie d'un autre groupe d'études où nous avons estimé le coût des préjudices associés à la consommation de substances, dont des préjudices qui étaient attribués en partie ou entièrement à ces substances. Et ensuite, c'est ventilé selon la substance. On estimait aussi le nombre total de décès associés à la consommation de substances pour toutes ces catégories de drogues. Ici, je vous montre les estimations globales pour 2015 à 2017. Et vous voyez l'alcool tout à gauche. Ces estimations totales comprennent les décès imputables à une consommation intentionnelle et non intentionnelle donnant lieu à un empoisonnement. Pour estimer les décès par empoisonnement, surtout intentionnels pour l'objet de mon propos, nous nous servons de la base canadienne de données sur les décès de la statistique de l'État civil. Comme on disait antérieurement, cette base de données collecte des données démographiques et de l'information médicale dont la cause du décès, d'après des registres statistiques provinciaux et territoriaux. Cela comprend les Canadiens qui sont résidents et non résidents et l'enregistrement du décès réalisé par un coroner ou un médecin légiste. Les données de 2014 à 2017 étaient stratifiées selon le sexe, l'intention,
c'est-à-dire intoxication intentionnelle ou accidentelle, est la combinaison de classes de substances. Alors, nous savons, comme on disait antérieurement, qu'un grand nombre de décès sont imputables à plus euh, d'une substance. Et donc, il en est question également dans ces données. Les substances incluses sont l'alcool, les agents dépressifs, la cocaïne, les opioïdes et d'autres stimulants. Toutes les combinaisons singulières sont comptées séparément. Et j'insiste de nouveau, nous n'examinons que les décès par intoxication ou empoisonnement, pas les autres causes. Alors, nous nous servons des codes de classification internationale des maladies. Comme je le disais, de multiples causes de décès peuvent être identifiées, ou plusieurs substances. Alors, pour l'intoxication intentionnelle, on estime qu'il s'agit d'une violence auto-infligée ou un suicide, et l'alcool peut être désigné comme la cause sous-jacente du décès ou alors une cause qui a contribué au décès si de multiples substances sont en cause. Et enfin, il y a certaines limites à ces jeux de données. Par exemple, on exclut les décès par intoxication accidentelle. Par ailleurs, le jeu de données exclut aussi les intoxications et les empoisonnements dont l'intention était indéterminée. L'identification de l'alcool en tant que cause contributive du décès dépend de l'analyse toxicologique, laquelle n'est pas toujours parfaite. Et une partie des intoxications mortelles, classées comme non intentionnelles ou indéterminées, sont en fait des suicides. Donc on pense que le taux de suicide est éventuellement sous-déclaré d'environ 10%. Je passe à présent aux données. Voici le dénombrement total des décès mettant en cause l'alcool de 2014 à 2017. De 100 à 120 par année, comme vous le voyez. Vous vous rappelez peut-être dans la communication de Heather O'Connor que le nombre total de suicides imputables à l'alcool représentait plus de 1000 en 2017. Alors, les décès par intoxication ne représentent que 10% ici du total. L'autre chose que je souhaitais signaler, c'est qu'une bonne proportion, c'est-à-dire 60% des décès mettant en cause l'alcool, mettent aussi en cause au moins une autre substance. Voici une ventilation selon le sexe, hommes et femmes. Alors, je saute très vite cette diapositive car il n'y a pas de signification statistique, c'est-à-dire entre les proportions où il y a alcool seulement ou alcool et autres substances, selon qu'il s'agisse d'un groupe d'hommes ou de femmes. Et l'autre chose, c'est que, bon, il y a un peu plus d'hommes. Mais je passe rapidement à la diapo suivante où il est question de l'alcool. Comment positionne-t-on l'alcool par rapport à d'autres substances? Ici, vous avez un graphique qui montre la proportion de décès par intoxication intentionnelle mettant en cause une seule substance. Alors, l'alcool compose environ 20% des décès par intoxication intentionnelle après les opioïdes qui sont environ à 40% et les agents dépressifs environ à 33%. Donc, c'est pour les intoxications où il n'y avait qu'une seule substance en cause, donc la cause immédiate du décès. À présent, si on regarde le nombre total de décès par intoxication intentionnelle, où plus d'une substance est en cause, ici, je parle donc d'empoisonnement ou d'intoxication à plurisubstance, l'alcool représente environ la moitié des décès. Et cela n'a pas beaucoup évolué sur la période s'échelonnant de 2014 à 2017. À présent, je prends les deux dernières diapositives. Si nous regardons tous les décès par intoxication intentionnelle, c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule substance et où il y a plus d'une substance, l'alcool contribue environ un tiers de l'ensemble des décès par intoxication intentionnelle. Et en 2017, environ 18% des décès où l'alcool était en cause se trouvaient chez les hommes et 14% chez les femmes. Il ne me reste plus que quelques
minutes. Alors, je ne vais pas présenter les 2 prochaines diapositives dans le détail, mais essentiellement, je vous présente les taux bruts de décès pour la combinaison des classes de substances contribuant à l'intoxication, les décès par intoxication intentionnelle. Et c'est simplement pour montrer que parmi les décès mettant en cause plus d'une substance, la combinaison de l'alcool avec des opioïdes ou des agents dépressifs sont les plus fréquents. C'est la même chose pour les hommes que pour les femmes. Donc, je vous présente ici les hommes et la diapositive suivante, les femmes. Alors, pour résumer ces graphiques, cet ensemble de données explique la contribution de la consommation aiguë d'alcool qui mène au suicide. Elle est significative en comparaison avec d'autres substances connues comme des causes sous-jacentes d'intoxication intentionnelle. Pour récapituler, le tiers de tous les décès met en cause l'alcool. Environ 60% de ces décès mettent en cause d'autres substances, normalement des opioïdes et des agents dépressifs. Et environ 50% de tous les décès par intoxication à plusieurs substances mettent en cause l'alcool. Et enfin, quelques observations sur ce que représentent ces données pour les politiques et la pratique. Ceci peut nous donner de l'information importante pour éclairer les activités de prévention et d'intervention, bien qu'il y ait des limites importantes sur le plan de la détermination de la cause du décès. Et enfin, ces jeux de données tiennent compte aussi de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que l'alcool doit être examiné non seulement isolément, mais également en combinaison avec d'autres substances dans son effet sur les taux de mortalité. Alors, voilà qui résume ce que j'avais à dire. Je vais à présent présenter plutôt mon collègue, le prochain conférencier, Robert Caprice, qui travaille dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale. Il pilote beaucoup de dossiers qui examinent l'impact de la COVID-19 sur la consommation de substances. Et sur ce, je cède la parole à Robert. Robert Caprice, merci et bonjour à tous. On m'a demandé de présenter un aperçu de l'évolution de la consommation d'alcool au fil de la pandémie. Pour ce faire, je présenterai les données que nous avons recueillies en avril et en mai. Avant de commencer, je souhaite expliquer quelque chose d'important. Un certain nombre d'enquêtes ont évalué la consommation d'alcool depuis le début de la COVID et toutes ces enquêtes donnent des résultats différents. Et c'est sans doute en raison de la conception de ces enquêtes qui varient, c'est-à-dire la formulation de la question. Comment votre consommation d'alcool a-t-elle évolué depuis le début de la COVID? Mais la différence entre ces enquêtes concerne aussi qui pose la question. Par exemple, certaines enquêtes posent des questions sur la consommation d'alcool à la fois à ceux qui consomment et à ceux qui n'en consomment pas. Et dans ces enquêtes, le pourcentage de personnes qui déclarent une augmentation, une diminution, est généralement plus faible par rapport à d'autres enquêtes. D'autres enquêtes ne concernent que les personnes qui consomment de l'alcool. Et donc, le pourcentage de personnes indiquant une augmentation ou une diminution de consommation d'alcool est généralement plus élevé, puisqu'il ne concerne que, ces enquêtes ne concernent que les personnes qui consomment déjà de l'alcool. Alors, ce sont des choses à garder à l'esprit lorsque vous interpréterez les données que je présenterai dans les diapositives concernant nos études et d'autres enquêtes. Alors, les données que je présenterai aujourd'hui proviennent de 2 enquêtes NANOS qui ont été commandées et administrées très tôt dans la pandémie, en mars-avril, pour la consommation, dans le premier cas, d'alcool et de cannabis, et la deuxième enquête à la fin mai, exclusivement sur l'alcool. Et ces 2 rapports se trouvent sur notre site web, à ccsa.ca. Une chose importante à souligner sur cette diapositive, c'est que les données que je vous présenterai dans les diapos à venir ne concernent que les personnes qui déclarent passer plus de temps à la maison en raison de la COVID-19.
Alors, c'est une différence importante par rapport à d'autres enquêtes réalisées depuis le début de la COVID. Alors, en avril 2020, au début de la pandémie, nous avons constaté que la majorité des gens, environ 80%, indiquaient qu'ils avaient soit diminué leur consommation d'alcool ou que leur consommation était restée à peu près la même. Mais on a constaté que 18% des répondants déclaraient une augmentation de leur consommation d'alcool. Et c'était particulièrement le cas chez des personnes âgées de 35 à 54 ans. Et dans ce groupe d'âge, 25% indiquaient qu'ils avaient augmenté leur consommation d'alcool. En avril, on a constaté que l'absence d'un horaire régulier donnait parfois lieu à une augmentation de la consommation d'alcool. Et ce n'est pas forcément étonnant, étant donné qu'il s'agit d'un gros ajustement pour un grand nombre de personnes, c'est-à-dire que la ligne de démarcation entre le travail et les loisirs, la semaine et le week-end devient un peu floue. Donc, on avait prévu une augmentation de la consommation d'alcool. Maintenant, l'absence de rassemblement pouvait aussi expliquer une diminution des consommations d'alcool, en plus de la santé, évidemment. Dans une deuxième étude que nous avons faite à la fin mai, étude Nanos toujours, nous avons examiné la fréquence de la consommation et la quantité consommée depuis le début de la pandémie. Alors, comme vous le voyez en haut, 25% disaient augmenter leur consommation d'alcool à la fin mai par rapport à la période précédant la COVID. Donc, il s'agit d'une augmentation d'environ 30% par rapport à la diapositive que je vous présentais sur le mois d'avril. Cependant, en bas, de la barre du bas, on a constaté que par rapport au mois d'avril, 9% indiquaient augmenter leur consommation d'alcool. Alors, une augmentation progressive dans la consommation d'alcool pendant les premiers mois de la pandémie, ce qui était conforme à d'autres enquêtes et examinant la question. Cela dit, comme on le voit dans les zones plus foncées, en bleu marine, ces personnes ont continué de diminuer leur consommation d'alcool ou de la maintenir au même niveau. À la diapo précédente, je vous disais que l'absence d'un horaire régulier était la raison principale expliquant une augmentation de la consommation. Au mois de mai, c'est devenu le stress. Donc, tandis que la pandémie évoluait, le stress devenait un facteur plus fiable pour prédire la consommation d'alcool. Et la santé est devenue une raison expliquant la diminution de consommation d'alcool, alors que dans le mois précédent, en avril, c'était l'absence de rassemblements ou de rencontres sociales. Cette diapositive est presque identique à la précédente, et à bien des égards, elle l'est. Alors, les diapos précédentes concernaient la fréquence de la consommation d'alcool, et cette diapositive-ci présente la quantité d'alcool et son évolution depuis le mois de mai. Alors, de nouveau, nous constatons une augmentation du nombre de personnes qui augmente la quantité d'alcool consommé. Certains continuent de diminuer également ou de maintenir la même quantité. Le stress était toujours la principale raison évoquée pour l'augmentation, alors que la santé était la principale raison évoquée par les participants pour la diminution de leur consommation d'alcool. Alors, dans l'enquête Nanos, lorsqu'on leur a posé une question sur leur consommation d'alcool depuis le début de la COVID, on leur a demandé à quelle fréquence consommez-vous de l'alcool depuis quelques semaines à la maison en raison de la pandémie. Et ces données sont représentées sur cette diapositive. Donc, selon les lignes directrices sur la consommation d'alcool, on recommande d'avoir un jour sans alcool pour éviter de développer une habitude. Mais ici, vous constatez que 21% des personnes consommaient au moins une fois par jour. Enfin,
Cette diapositive montre combien de boissons alcoolisées sont consommées à la fois au mois de mai. Il ne s'agit pas des données spécifiques, mais c'est surtout la répartition des réponses que je veux souligner. Et les éléments clés sont signalés dans la bulle de droite. Selon les DCAFR, les femmes devraient consommer au maximum 2 consommations par séance et les hommes 3. Alors selon les DCAFR et ces données, 12% des hommes et des femmes dépassent les lignes directrices en ce qui concerne les méfaits à court terme, c'est-à-dire risque de maladie aiguë, et 19% des femmes dépassent les DCAFR relatifs aux méfaits à long terme, y compris risque accru de maladies hépatiques et de certaines formes de cancer. Pour résumer, dans les débuts de la pandémie, la plupart des répondants déclaraient qu'ils avaient diminué leur consommation d'alcool ou qu'elle n'avait pas changé. Toutefois, environ 20% des personnes déclaraient qu'elles avaient augmenté leur consommation d'alcool. Puisque je n'ai présenté que des données allant jusqu'au mois de mai, vous vous demandez peut-être ce qui s'est produit depuis lors. Alors, avec l'exception d'une légère augmentation dans les premiers mois de la pandémie, les chiffres sont assez réguliers. Par exemple, dans une étude récente que nous venons d'achever la collecte des données. Environ 20% des personnes signalaient toujours une augmentation de leur consommation d'alcool. Autrement dit, cette proportion de personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool est restée plus ou moins stable vers 20% depuis le mois de mars. Mais au-delà de ce constat, c'est-à-dire que certaines personnes qui sont plus pauvres ou plus jeunes, moins de 35 ans, certaines personnes qui ont des troubles de santé mentale, outre le fait que nous savons que ces personnes-là, ces catégories-là, présentent une augmentation de la consommation d'alcool, nous ne savons pas qui, en général, a augmenté sa consommation d'alcool. Hormis ces 3 groupes, c'est un domaine de recherche qui est très important. Par ailleurs, il nous faut quantifier ce que l'on entend par une augmentation. Par exemple, lorsqu'une personne déclare qu'elle a augmenté sa consommation d'alcool, est-ce que cela signifie que cette personne consomme de l'alcool 2 fois par mois au lieu de 1 fois par mois, ou bien plusieurs fois par semaine ou chaque jour? Donc, nous y travaillons à l'heure actuelle. Nous cherchons à mieux quantifier ce que l'on entend par une augmentation, ou une diminution d'ailleurs. Donc, nous ne connaissons pas encore les réponses à ces questions, mais nous savons qu'une proportion importante de Canadiens dépasse les lignes directrices à faible risque, ce qui, entre autres facteurs, a suscité un débat considérable sur la question de savoir si les magasins de vente d'alcool au détail devraient être considérés ou non comme un service essentiel pendant la pandémie. Voici qui nous amène à notre première question de sondage. Donc, premier énoncé, les magasins d'alcool au détail devraient être considérés comme un service essentiel pendant une pandémie. Donc les options sont pas du tout d'accord, pas d'accord, ni d'accord ni en désaccord, d'accord et tout à fait d'accord. Ou bien s'abstenir. Donc vos réponses sont enregistrées en temps réel. Et la deuxième question, êtes-vous préoccupé par le fait de garder les magasins d'alcool au détail pendant une pandémie, ouverts pendant une pandémie, pourrait accroître le risque de suicide des personnes au Canada? Pas du tout préoccupé, légèrement préoccupé, plus ou moins préoccupé, modérément préoccupé ou extrêmement préoccupé. Donc les réponses les plus fréquentes sont d'accord ou ni d'accord ni en désaccord. Plutôt ou pas d'accord. D'accord ou pas d'accord, ce sont les principales réponses. C'est une question qui polarise l'opinion publique et on le voit bien dans les réponses. Donc, deuxième question.
Est-ce que le fait de garder les magasins d'alcool de taille ouverte pourrait accroître le risque de suicide? Alors, parmi les réponses, les principales semblent être légèrement préoccupé ou plus ou moins préoccupé. Ah, non, tiens, plus ou moins préoccupé a repris le dessus. Non, légèrement préoccupé, c'est ex aequo. Donc, pendant que vous continuez de voter, je vais conclure en montrant une ultime diapositive et nous allons donner la parole à Norman Gisbrecht. Donc, je voulais signaler qu'il se fait beaucoup de travail dans ce domaine et il y a deux exemples. Certains des travaux que la SPC Statistique Canada réalise, tout comme nous. Donc, la SPC et Statistique Canada, par exemple, ont mis en œuvre une importante enquête pan-canadienne portant sur la COVID et la santé mentale, y compris des indicateurs de consommation d'alcool et d'idées suicidaires. Et la CSMC, de concert avec le CCDU, a lancé un sondage bimensuel sur la COVID, la santé mentale et la consommation de substances et son évolution au fil du temps. Nous avons également inclus plusieurs indicateurs d'idées suicidaires, sur les idées suicidaires dans notre sondage. Donc, nous vous communiquerons les résultats lorsqu'ils seront disponibles. Carla Thorpe. Merci beaucoup, Sarah Konefal, Robert Cabris, pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont participé aux deux sondages en ligne. Donc, nous allons passer au prochain exposé. Je vous encourage, plusieurs personnes posent des questions ou bien y répondent, ou les deux. Si vous avez des questions à poser à Sarah ou Rob, auxquelles nous pourrions répondre à la fin de la séance, je vous encouragerai à les saisir. Mais d'ici là, nous allons passer à notre prochain exposé et je vais donner la parole à Norman Gisbrecht. Norman Gisbrecht. Merci beaucoup. Donc, j'ai été invité à parler des politiques en matière d'alcool et de la prévention des suicides relativement liés à la consommation d'alcool. Il y a un bon nombre d'affections sous-jacentes et de facteurs liés au suicide. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait de nombreuses approches ou pratiques en matière de prévention. Je voudrais remercier mes co-auteurs Elisabeth Farco et Arish Pagavalantan. Je voudrais également remercier le Dr Heather Orpana, Timothy Chow, Amelia Muller-Williams et le Dr Emmeline Reisdorfer pour leur recherche documentaire et le financement reçu de l'Agence de la santé publique du Canada. Voici 4 voies de prévention. Je vais les évoquer tour à tour et me concentrer sur la 4e, mais politique en matière d'alcool. Le 3e groupe retient beaucoup plus l'attention, tandis que les 3 autres groupes, de portée plus universelle, sont sans doute plus efficaces au niveau des populations. On pourrait parler de déterminants de la maladie et de la mort. J'en évoque quelques-uns sur la gauche de la diapositive et sur la droite certaines des conséquences. Il y a un certain nombre de déterminants qui ne figurent pas sur cette diapositive et qu'il faut signaler. Des déterminants commerciaux et politiques qui peuvent avoir un impact considérable sur la consommation d'alcool problématique et les taux de suicide. Des recherches considérables ont été menées sur la récession de 2007-2008 et le suicide. Et certaines de ces recherches sont également pertinentes pour la pandémie actuelle. Voici quelques conclusions de 3 études portant sur l'impact de la récession sur la consommation d'alcool et le suicide. Par exemple, les taux de pauvreté
pendant la récession de 2007-2008 était associée à une hausse des suicides associés à l'alcool chez les hommes âgés de 45 à 65 ans aux États-Unis. Les décès par suicide et les surdoses liés à la pauvreté, aux soins de santé médiocres, etc., ont été qualifiés des morts de désespoir. On a démontré que les taux de mortalité liés à la drogue, à l'alcool et au suicide sont plus élevés dans les comtés américains aux prises avec une plus grande détresse économique et une classe ouvrière plus nombreuse. Je cite les études de Mona. En outre, des recherches menées à l'étranger montrent un lien entre la récession 2007-2008 et l'augmentation des suicides. Toutefois, cette augmentation n'a pas été aussi importante dans les pays dotés d'un meilleur filet de sécurité, offrant notamment une protection en cas de chômage ou la pérennité des systèmes d'assistance sociale. Il s'agit particulièrement des pays nordiques ou scandinaves. Voici une deuxième voie de prévention, la réduction de l'accès aux moyens et de leur promotion dans les médias. 5 stratégies figurent sur cette diapositive: contrôler les armes à feu, réduire l'accès aux médicaments d'ordonnance mortelle, poser des barrières sur les ponts, interdire les pesticides dangereux et changer la couverture médiatique des suicides. Le contrôle d'accès à certains moyens semble avoir un impact global sur les suicides. Par exemple, une étude a passé en revue 18 projets de recherche et constaté que le contrôle de l'accès aux armes à feu était associé à une réduction du nombre annuel de suicides. En Australie, une politique de réduction de l'accès aux armes à feu a eu un impact substantiel sur le taux de suicide, comme on l'a noté en 2010. Gross, dans ses recherches sur le suicide des jeunes, déclare que les familles qui possèdent des armes à feu à la maison devraient être conseillées quant à la possibilité d'accidents mettant en jeu les armes à feu. Des chercheurs américains ont conclu que les données montrent que la réduction de l'accès aux personnes ayant des antécédents documentés d'abus de l'alcool représenterait une méthode efficace de prévention des suicides. Donc une personne qui est en état d'ébriété et qui a des idées suicidaires peut très facilement passer à l'acte en ayant accès aux armes à feu. Un lien a également été constaté entre l'accès aux armes à feu et les taux de suicide et la consommation d'alcool au Sri Lanka. Il existe de nombreuses raisons pour cela. Sans doute le fait qu'une part importante des suicides sont impulsifs. Donc ceux qui ne parviennent pas à passer à l'acte ne cherchent pas nécessairement une autre modalité. La plupart des décisions suicidaires seraient prises dans l'heure qui précède l'acte fatal. Plusieurs outils et interventions sont associés à l'évaluation et au traitement. J'en évoque 7 qui présentent un degré d'efficacité différent. Il est évident qu'une combinaison de mesures est nécessaire pour réduire le taux de suicide. Toutefois, Eric Kane a dressé une liste de 5 difficultés liées à la réduction des suicides par le dépistage, par l'incapacité à distinguer le nombre relativement faible de cas réels du grand nombre de cas faux positifs, le grand nombre de cas faux négatifs qui échappent à la détection préventive, l'incapacité des services cliniques à rejoindre un grand nombre de personnes ayant des pensées suicidaires. On continue de travailler sur l'évaluation des déterminants et sur le repérage des personnes qui ont des idées suicidaires et sur la manière d'intervenir. Alors passons aux politiques relatives à l'alcool. Je voudrais signaler quelques études dans le vaste corpus de recherche sur ce domaine. Voici 4 raisons pour lesquelles les politiques relatives à l'alcool sont importantes. D'abord, elles ont une portée universelle. Plusieurs experts ont noté que les stratégies de prévention suicidaire qui n'ont pas un élément universel sont incomplètes et ne peuvent rejoindre leur potentiel intégral. Toutefois, comme on le note, ces politiques sont sous-utilisées et leur juste valeur n'est pas reconnue. Par exemple, une analyse à laquelle j'ai participé en 2017 montre que la plupart des revues des initiatives de prévention du suicide n'évoquent même pas l'alcool comme facteur de risque et les politiques relatives à l'alcool comme intervention.
Voici les principales associations entre l'accès à l'alcool en haut à gauche, la consommation d'alcool en haut à droite et les problèmes socio-médicaux qui en résultent. Ces thèmes ont été largement examinés dans des études remontant à dans certains cas plusieurs décennies. L'accès à l'alcool crée diverses tendances en matière de consommation. Et on en revient aux exposés qui ont été faits précédemment, avec pour conséquence divers problèmes socio-médicaux chroniques et aigus, y compris le décès par suicide. Nous avons procédé à une analyse documentaire étendue de la littérature sur la prévention du suicide lié à l'alcool depuis 30 ans. Voici les termes de recherche, les critères d'inclusion. Je vais commenter ce projet que nous venons d'entamer en fait. Donc nous avons trouvé 845 résultats dont 86 ont été jugés pertinents. Sur ces 86, il y avait 10 publications qui portaient sur des populations autochtones en Alaska ou dans les territoires du Nord-Ouest. Ces publications portaient sur les facteurs protecteurs au niveau de la communautaire en ce qui concerne la consommation d'alcool et les idées suicidaires. Par exemple, les capacités d'adaptation, le lien avec les adultes et les aînés, le soutien de la communauté, le renforcement des familles. Un examen plus poussé a permis de trouver 1182 résumés qui font actuellement l'objet d'une évaluation. Nous pensons qu'il y aura 200 articles qui pourront être pris en compte au niveau de l'extraction et de l'analyse de données. Ces articles seront analysés à fond et nous prévoyons publier nos conclusions en 2021. Les quelques diapositives qui suivent vont quelque peu coïncider avec la présentation de la Dr Orpana, mais il importe de souligner qu'il existe une corrélation entre la consommation d'alcool et le suicide. Plusieurs études ont examiné cette tendance. En voici 3 réalisées au Canada. Vous pouvez voir que Mann a étudié les tendances sur 50 ans et conclut que plutôt Ramstedt a étudié les tendances sur plusieurs décennies et conclut que les taux de mortalité par suicide augmentent de 4% pour chaque hausse d'1 litre d'alcool consommé. Voici 2 études portant sur le prix de l'alcool et le suicide. Au fur et à mesure que le prix de l'alcool augmente, la mortalité par suicide diminue. La disponibilité, l'accessibilité physique de l'alcool, il s'agit des heures de vente d'alcool, des jours de vente d'alcool, du nombre et du type de points de vente d'alcool. On voit que la réduction des heures de vente d'alcool est associée à une réduction des suicides. Lorsque les ventes d'alcool ont été privatisées en Alberta en 1993, les taux de suicide ont augmenté. En Colombie-Britannique, une augmentation de la densité des magasins privés d'alcool est également associée à une augmentation du nombre de décès par suicide. Les recherches réalisées en Slovénie, en Russie et en Biélorussie montrent que les politiques relatives à l'alcool visant la réduction des méfaits ont eu un impact immédiat, surtout chez les hommes. Dans des recherches dont je suis l'un des autres, nous avons constaté que le nombre de points de vente d'alcool hors site, c'est-à-dire les magasins d'alcool, et sur site, c'est-à-dire les bars et restaurants, étaient associés à une consommation importante d'alcool chez un nombre important de personnes décédées par suicide dans 14 États américains. Cette relation est illustrée dans la diapositive, surtout la figure de gauche. Au fur et à mesure que le nombre de points de vente augmente par habitant, le pourcentage de suicides associés à une consommation d'alcool augmente. Avec un TA égal ou supérieur à 0,08. Enfin, je voudrais résumer 2 revues. D'après les 17 études recensées, les mesures de restriction de l'alcool sont associées à une diminution de la mortalité par suicide. Cette analyse systématique apparue il y a quelques mois, elle montre que la disponibilité d'alcool et le prix de l'alcool, ainsi que les mesures de répression d'alcool, sont associés à une évolution des taux
de suicide dans les pays et États examinés. Bon, à présent, je voudrais évoquer rapidement certaines difficultés et recommandations. Cette diapositive évoque quelques difficultés reliées aux interventions universelles, sélectives ou spécifiques. Il s'agit de la colonne de gauche. La colonne du milieu expose quelques exemples et la colonne de droite quelques difficultés. Par exemple, les interventions qui sont efficaces sont peut-être impopulaires et celles qui ont un impact marginal peuvent être bien accueillies mais coûteuses à mettre en œuvre. Je ne recommande pas de renoncer à telle ou telle intervention, mais de tenir compte des différentes difficultés qui s'opposeraient à leur mise en œuvre efficace. On me dit que je parle trop vite, je vois dans les... Carla Thorpe. Non, ce n'est pas grave, Dr. Gisbrecht. Les diapositives seront distribuées postérieurement. Nous pourrons donc fournir les références au besoin. Norman Gisbrecht. Bon, eh bien, nous pourrons continuer et, le cas échéant, répondre aux points qui seraient restés obscurs ou que j'aurais abordés trop rapidement pendant la période de questions. Bon, alors, les deux diapositives qui suivent sont basées sur un projet animé par Starkweather et moi-même qui a évalué les politiques relatives à l'alcool du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Vous pourrez trouver tous les rapports du projet à www.alcoholpolicy.cisur.ca. Je vais saisir l'adresse du site dans la boîte de dialogue tout à l'heure. Ces diapositives montrent quelques types de politiques qui pourraient être développées ou introduites par les provinces et territoires et qui seraient avantageuses pour la réduction des suicides liés à l'alcool. Comme la plupart d'entre vous le savent, c'est au niveau provincial et territorial que la plupart des mesures de contrôle relatifs aux politiques en matière d'alcool se situent. Ce sont les provinces et territoires qui fixent le prix de l'alcool, la densité des points de vente, les heures de vente et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il serait pertinent d'entreprendre des initiatives au niveau provincial et territorial quant au prix de l'alcool, à la disponibilité physique, à la commercialisation, à la publicité, au contrôle de l'alcool, aux interventions, au système de contrôle au détail, aux stratégies de contrôle de l'alcool, à la surveillance et au rapport, et aux messages sur la santé et la sécurité. Et dans la colonne de droite, on énumère certaines recommandations qui permettraient d'affecter le taux de suicide lié à l'alcool. Il existe également certaines mesures concrètes de réduction des méfaits disponibles au niveau du gouvernement fédéral. Voici les mêmes catégories génériques que la diapositive précédente. Donc, le gouvernement fédéral perçoit des taxes sur l'alcool, pourrait intervenir au niveau des systèmes de contrôle gouvernementaux, approuver une stratégie nationale sur l'alcool reposant sur des politiques fondées sur des données probantes, mettre en œuvre un programme national de surveillance, et enfin intervenir au niveau de l'étiquetage sur les produits alcoolisés. Il existe également des initiatives très importantes qui pourraient être prises au niveau local. Elles figurent sur cette diapositive. Toutes sont importantes, mais je voudrais en signaler 3. Les brèves interventions et traitements, la surveillance et les rapports, et les messages sur la santé et la sécurité. Ces 3 interventions offrent la possibilité d'inclure des volets de prévention du suicide.
Les politiques en matière de santé jouent un rôle important dans la réduction des suicides. Elles représentent un élément essentiel de toute stratégie multidimensionnelle de prévention du suicide auquel participent tous les paliers de gouvernement, les ONG et la société civile. Voici mes coordonnées. Je vous remercie pour votre attention. Carla Thorpe. Merci beaucoup, Dr. Gisbrecht, pour votre présentation. Nous sommes très heureux que vous ayez pu être des nôtres aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions générales sur ce sujet ou spécifiques à l'intention des intervenants, je vous invite à les saisir dans la boîte de dialogue afin que nous puissions les poser pour vous. Je vais commencer par une question qui a été posée pendant les présentations. Elle porte sur la question de savoir s'il devrait y avoir un rôle de filtre que nous pourrions envisager au niveau des ventes en détail de l'alcool. Par exemple, en formant les personnes qui vendent l'alcool, en affichant des messages dans les points de vente au détail ou sur les emballages d'alcool avec des numéros d'intervention en cas de crise. Donc, il ne s'agit pas d'une question spécifique pour l'un ou l'autre des intervenants, mais une question à l'ensemble du groupe. Alors donc, Dr. Opana, est-ce que... Sarah Konefal, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez commenter au niveau d'un rôle de filtre qui pourrait être confié aux personnes qui assurent la distribution et la vente au détail d'alcool? Sarah Konefal. En fait, je crois que certains autres intervenants sont peut-être mieux placés que moi pour intervenir, si vous le voulez bien. Carla Thorpe. Eh bien, très bien. Donc, Dr. Opana, Dr. Gisbrecht, avez-vous des commentaires que vous voudriez communiquer? Dr. Heather Opana. Bon. Un tel rôle de filtre pourrait être instauré par voie législative ou réglementaire. Mais je crois que tous les intervenants du secteur de l'alcool, les producteurs, les détaillants, doivent être amenés à comprendre l'impact de ce produit. La connaissance est un élément, parmi d'autres, de la prévention. Je pense que cela ne ferait pas aucun mal, et cela pourrait être encore en fait fort utile. Mais je crois que, vu votre expertise en matière de politique d'alcool, vous êtes bien placé pour intervenir. Dr. Norman Gisbrecht. Oui, j'ajouterai simplement une ou deux choses. Je crois que toutes les provinces et les territoires ont un programme de formation du personnel des bars et restaurants appelé à servir de l'alcool, ainsi que le personnel des magasins, des points de vente au détail, qui sont formés pour repérer les personnes qui sont en état d'ébriété, qu'il ne faudrait pas servir, ou des personnes qui paraissent trop jeunes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est plus difficile, c'est que nous avons constaté que ces mesures sont moins efficaces dans les réseaux privés que dans les réseaux publics. En Ontario, par exemple, selon mon expérience, c'est anecdotique, mais selon mon expérience, le personnel de la régie d'alcool est rompu au filtrage. Des études ont comparé l'Alberta et la Colombie-Britannique, je pense, et constaté que le personnel des magasins privés n'est pas aussi motivé. Je pense que c'est en partie puisque ce sont des magasins à but lucratif. Je pense qu'il pourrait être possible de renforcer cette formation, d'apposer des avertissements dans tous les points de vente d'alcool, oui. Carl Thorpe. Merci à tous deux pour cette réponse. Plusieurs questions ont été posées dans la boîte de dialogue que je vais résumer. En général,
Plusieurs personnes se demandent s'il y a des études ou des statistiques portant sur la consommation d'alcool et le suicide spécifiquement dans les populations des Premières Nations. Je ne sais pas si des travaux ont été faits à votre connaissance dans ce domaine ou si vous avez des observations à faire sur le lien entre l'alcool et le suicide qui pourrait être différent dans les Premières Nations qu'au sein d'autres populations. Dr. Norman Gisbrecht. Bon, je peux proposer une réponse. J'ai connaissance de quelques études qui datent de quelques années quant aux tendances en matière de consommation d'alcool et de suicide. Je crois que certaines des études toxicologiques auxquelles la Dr. Pana fait allusion ont été menées au sein de populations autochtones. Je crois que l'alcool est un facteur dans les suicides partout au Canada, mais peut-être que son effet est plus fort au sein de certaines populations. Dr. Heather Opana. Bon, je travaille sur un projet avec l'Inuit Kaperit Kanatami sur des données, portant sur des données relatives à la consommation d'alcool et au suicide chez les Inuits. Globalement, il existe une lacune au niveau des sources de données au sein des populations autochtones. Il existe certaines sources de données spécifiques que nous réunissons et d'après les éléments dont j'ai eu connaissance dans la littérature, oui, il existe un lien entre la consommation d'alcool et le suicide chez les Inuits. Au moins au Canada, je pense que les Inuits sont la population qui présente le taux de suicide le plus élevé. C'est donc une priorité, de toute évidence. Certains progrès sont réalisés en ce qui concerne les sources de données et la collecte de données au sein de ces populations afin que les politiques puissent être arrêtées sur la base de données probantes ainsi que les pratiques. Dans la revue que nous avons réalisée, nous avons inclus certaines populations autochtones, mais il s'agit d'études de petite envergure et il est important de ne pas trop généraliser car il existe beaucoup de diversité et de variabilité au sein des communautés des Premières Nations. Un autre facteur qu'il faut vraiment souligner, tout particulièrement en tant que personne non autochtone, c'est que toute recherche portant sur la consommation d'alcool au sein des populations autochtones, ces recherches doivent absolument être pilotées par des personnes autochtones, avec le soutien d'autres chercheurs, dans la mesure du possible, afin que ces recherches soient menées de manière culturellement appropriée et sécuritaire. Il serait inapproprié pour moi, en tant que chercheuse, d'entreprendre une étude au sein de cette population et de recueillir des données au sein de celle-ci. Donc, il s'agit d'un élément très important lorsqu'il s'agit des populations des Premières Nations. Carla Thorpe, merci beaucoup, Dr. Pana. Donc, oui, votre message est passé de façon très claire. Donc, je remercie Alain Lesage et d'autres qui affichent des études dans la boîte de dialogue, et Sarah qui affiche des liens, et Cathy Wheaton également, à La Ronge, Saskatchewan, qui affiche des données de Statistique Canada. Nous allons nous assurer que toutes ces ressources qui sont partagées dans la boîte de dialogue sont incluses dans la synthèse. Et puisqu'il y a un aussi grand nombre de personnes en ligne, nous n'allons peut-être pas répondre à toutes les questions ou à toutes les observations, mais vous pouvez nous envoyer des informations et nous allons tâcher de faire un suivi auprès des intervenants par la suite afin de donner réponse à un aussi grand nombre de questions que possible. Donc, un autre thème que j'ai noté dans les interventions dans la boîte de dialogue porte sur l'accès au traitement et à l'impact de cet accès sur les taux de suicide, l'impact d'un accès insuffisant aux
programme de traitement des accoutumances, soit en raison de la COVID, ou bien parfois on entend dire que certaines personnes ne sont pas admissibles pour les programmes si elles sont atteintes d'un trouble de santé mentale concomitant. Est-ce que vous avez des observations quant au rôle que pourrait jouer l'absence d'accès au traitement dans une augmentation des taux de suicide? Sarah Konefal, voudriez-vous nous faire peut-être nous faire part de votre point de vue au niveau du CCDUS? Sarah Konefal, oui. Je viens de partager un lien avec le rapport What We Heard, ce que nous avons entendu, qui interroge des personnes sur leur vécu. Le thème d'un accès insuffisant aux services et au soutien, y compris un soutien au plan de la réduction des méfaits, affiche une aggravation pendant la pandémie. Nous ne savons pas nécessairement, jusqu'ici, quoique des recherches antérieures illustrées par Dr. Gisbrecht laissent à croire qu'il existe un lien, mais nous ne savons pas quel sera l'impact de ces facteurs sur les suicides. Je demeurerais optimiste quant à la possibilité d'avoir un impact. Globalement, l'accès au traitement, surtout en matière de toxicomanie et d'accoutumance, représente une lacune dans la plupart des régions du Canada. Modéliser l'accès au traitement, compte tenu du niveau de traitement et compte tenu du nombre de personnes qui peuvent accéder à ces services, il y a une lacune. Donc je serais d'accord. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes ont signalé qu'il s'agit d'un domaine préoccupant et qu'il convient de se concentrer davantage sur l'accès aux services. Carla Thorpe, merci. Y a-t-il d'autres commentaires sur l'accès aux services? Robert Cabris, c'est une question très très importante. Il y a une chose que j'ai signalée dans une de mes diapositives et qui ressort de plusieurs rapports, c'est que l'amélioration des évaluations et du dépistage présente beaucoup de difficultés puisque la nature du suicide est multiple. Toutes sortes de facteurs, toutes sortes d'affections sous-jacentes y contribuent, toutes sortes de vecteurs. Donc il est très difficile d'identifier avec précision une personne qui est accueillie, par exemple, dans une clinique ou par un médecin ou dans un hôpital, une salle d'urgence, de déterminer si cette personne est suicidaire ou le sera dans une semaine ou dans un mois. Mais c'est un travail important, car plus le dépistage est efficace et plus on peut concentrer les ressources et réagir efficacement. Je sais que ma réponse est un peu indirecte. Carla Thorpe, merci beaucoup. Je voudrais demander peut-être au Dr. Gisbrecht d'intervenir sur le thème suivant que je vais évoquer parce que vous avez fait allusion au rôle important que les médias peuvent jouer. Nous avons eu un ou deux commentaires au sujet de la question de savoir si nous devrions faire un meilleur travail aux côtés des médias, du rôle des responsabilités de ces derniers qui pourraient, par exemple, présenter sous un jour positif la consommation d'alcool. Comment pensez-vous que nous pourrions établir un partenariat plus efficace avec les médias? Dr. Norman Gisbrecht. Bon, j'ai évoqué ce thème, mais je n'ai pas fait de recherche spécifiquement sur ce sujet, mais j'aurais une ou deux réflexions anecdotiques. D'abord, à Toronto, chaque année, un certain nombre de suicides sont accomplis dans le réseau du métro. Et la plupart ne sont pas annoncés. Je trouve que c'est une bonne idée, sans doute. Les médias sont parfois motivés par le sensationnalisme, mais il serait, je pense, déplacé de faire ces annonces et c'est positif d'avoir des lignes directrices. Sur ce thème également, il faut qu'il y ait une communication régulière entre les services de santé publique
et les milieux de la sécurité et de la prévention des suicides et les leaders des médias pour déterminer ce qu'il est approprié de publier, ce qu'il est risqué de publier. Carla Thorpe, merci beaucoup. Norman Gisbert, c'est un domaine dans lequel la CSMC et la SPC, nos partenaires au CCDUS, travaillent, c'est-à-dire les lignes directrices relatives à l'état d'esprit pour les médias qui portent sur la santé mentale. C'est un domaine important. Nous approchons de la fin de notre séance et je voudrais remercier chaleureusement Heather Corpana, Sarah Konefal, Robert Gabris et Norman Gisbert qui nous ont fait partie de leur expertise. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Remercier pour vos questions, vos commentaires, toutes les ressources que vous avez affichées dans la boîte de dialogue. Nous n'avons pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions. Nous allons afficher une adresse à laquelle vous pouvez nous adresser des questions supplémentaires, à l'adresse de Hayley White à la Commission de la santé mentale, qui va travailler avec nous pour revenir à nos présentateurs afin que nous puissions vous répondre ultérieurement. Ces réponses vous seront envoyées avec les diapositives des exposés. Je voudrais également dire un grand merci à nos partenaires de la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé qui nous ont assistés au niveau de la plateforme de technologie. C'est merveilleux d'avoir bénéficié de leur soutien ainsi que le soutien de notre personnel à la CCSM. Donc voilà qui conclut notre webinaire pour aujourd'hui. Nous allons vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez répondre très rapidement. Nous apprécions beaucoup vos appréciations tandis que nous préparons nos séries de webinaires futurs. Donc la première question, veuillez évaluer vos connaissances sur le sujet d'aujourd'hui. 1 étant que ce sujet est nouveau pour vous et 4 étant assez bien informé. Ensuite, veuillez évaluer vos connaissances sur le sujet après avoir participé à la session d'aujourd'hui. Encore une fois, 1 étant que ce sujet est nouveau pour vous et 4 étant assez bien informé. Nous avons seulement 3 petites questions à vous poser. Donc les 2 premières questions portent sur l'évaluation de vos connaissances avant et après la participation à la session. Nous vous demandons donc d'utiliser la même échelle de 1 nouveau pour vous à 4 assez bien informé. Et puis enfin, dernière question, nous vous demandons d'indiquer votre accord ou désaccord avec les déclarations. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord, cliquez sur la case et sinon, ne cliquez pas. J'ai appris quelque chose de nouveau dans cette présentation. J'ai appris quelque chose que je peux appliquer à mon propre travail sur la présentation du suicide et la présentation était efficace et applicable à mon travail. Nous vous demandons de bien vouloir cocher toutes les cases qui s'appliquent en fonction de votre expérience aujourd'hui. Alors, j'espère que nous vous avons donné au moins matière à réflexion cet après-midi. Nous remercions sincèrement les auteurs de tous les exposés pour le temps qu'ils ont consacré à ceux-ci, ainsi que pour tout leur travail dans la préparation de la séance. Et encore une fois, merci à vous tous qui vous êtes joints à nous partout au pays et à l'étranger. Merci donc encore une fois pour votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère avoir le plaisir de vous reparler prochainement.